Le plan, c'est la base. Si tu es en train de construire ta maison et que tu as des doutes sur le plan que ton constructeur ou ton architecte a fait, c'est le moment d'aller télécharger le guide que j'ai créé spécialement pour toi. C'est un guide où je te donne mes 35 meilleurs conseils pour réussir ton plan. Tu vas pouvoir, espace par espace, relire tous les plans et vérifier que le projet est bien fait pour toi. Tu vas pouvoir te poser les bonnes questions. Retrouve le lien pour le télécharger en description de cet épisode ou dans ma bio Instagram. Sur ce, je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour, c'est Gwenola. Je suis ravie de te retrouver ici pour parler construction. Si tu penses à construire ou que tu as déjà démarré ton projet, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage tout ce qu'il faut savoir pour réussir ta future maison. Après plus de 13 ans d'expérience comme designer d'intérieur au sein de sociétés de construction au Québec et en France, j'ai décidé de créer Chérie on construit pour guider tous ceux qui rêvent de bâtir leur propre maison. Parce que chaque projet est unique et qu'il existe de nombreuses façons de réaliser ce rêve, j'aborderai ici des sujets variés allant de la conception des plans au choix des matériaux en passant par les réglementations. Seul ou avec des invités, mon objectif est de t'informer et de t'inspirer grâce à des partages d'expertise et d'expérience de ceux qui bâtissent des projets ou qui ont déjà construit leur maison. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Anthony, bienvenue sur le podcast. Bonjour Gwenola, et merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Tu vas bien? Très bien, merci, et toi? Ça va. Merci, de venir sur le podcast Chérie on construit. Je suis ravie de t'accueillir parce que, je t'ai découvert sur LinkedIn où tu es très, actif et tu es quelqu'un qu'on n'a pas très envie de solliciter, qu'on n'a pas très envie de voir dans la vraie vie. Si on peut se passer de toi, on serait vraiment content. Mais tu peux être indispensable et j'ai plein de questions à te poser aujourd'hui. Mais avant, je voulais savoir, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, Anthony Pinto, j'ai 35 ans, bientôt 36 ans, je suis avocat donc au barreau de Lyon depuis fin 2015, donc à la fin de l'année, ce sera 10 ans, je me rends compte. Voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants, Et tu as ton propre bureau, mon propre cabinet, ouais, ton propre cabinet, depuis... pardon. Oui, Oula. enfin, avec mon propre Avec ton bureau propre également. bureau également. Oui. Ok. Non mais t'as raison de le préciser parce qu'avant avant je travaillais de chez moi, mais donc oui, mon propre bureau là depuis donc juin 2023 même. Juin 2023. Et avant, t'étais tout seul ou c'est que tu bossais de chez toi? Non, j'étais collaborateur dans un cabinet avocat. Et maintenant, tu as ta propre structure et Tout tu à fait. t'es spécialisé en droit de la construction. C'est bien ça? Ouais, un droit de la construction. Après, je peux pas dire spécialisé parce que c'est un titre protégé par les instances ordinales avocat, mais ma pratique habituelle fait que je fais quasiment que du droit de la construction et que je suis habitué à cette matière. Est-ce que tu avais étudié la spécialité immobilier, construction? Je sais pas comment ça fonctionne les études Ouais, d'avocat. Tu ouais, avais ouais, fait cette option? Je sais pas trop comment ouais, c'est à fonctionnent la les fac études de de droit. droit. OK. C'est la fac de droit et pas du tout, j'avais pas du tout fait de droit de la construction à la fac de droit. Enfin, en tout cas, je l'avais pas fait sur l'aspect, on va dire, privé, particulier, entreprise, plutôt l'aspect côté marché public, administration publique qui passe des contrats pour faire des gymnases, des mairies, etc. Donc plutôt cet angle-là, je l'avais étudié. OK, Mais gros pas tel projet que je le quoi. fais actuellement. Ouais, OK. pas tel que je le fais actuellement. Ouais. C'est en fait en devenant avocat, et en pratiquant la matière, parce que quand j'ai travaillé dans des cabinets, souvent et on avait des dossiers un peu de construction au privé comme ça, de travaux, et on me les confiait parce que c'était pas tellement différent des autres. Il y a il y a des différences quand même, mais c'est se rapprocher le plus de ce que je faisais. Et en fait, j'aimais bien et ça m'a attiré. Et puis après, j'ai travaillé quasiment que là-dedans. Donc aujourd'hui, t'occupes principalement des Mm, particuliers qui ont fait construire, rénover, en tout cas des tout à fait. travaux en bâtiment et qui ont des soucis avec les pros avec lesquels ils ont travaillé, c'est ça? C'est ça, principalement, ouais. Tu fais peut-être d'autres choses à côté ou? Alors, je fais quand même de la construction, mais j'ai quelques clients entreprises, D'accord. mais plutôt en conseil d'ailleurs, enfin, pour des conseils juridiques. Et là, tout récemment, j'ai lancé, donc c'est un programme qui est en phase de test, un accompagnement juridique pour des experts en bâtiment. Donc là, j'ai Oh! 5 personnes qui ont rejoint ce programme, 5 experts en bâtiment. En gros, bah, pour leur transmettre moi ce que je sais, en tout cas au niveau juridique, et comment moi j'accompagne mes propres clients, parce que généralement, moi, je fais appel à des experts en bâtiment. Bon, on y reviendra après, peut-être dans mes dossiers. Oui. Et en fait, au moins, en les formant entre guillemets eux, ça permet aussi de mieux servir nos clients communs, qui sont les particuliers qu'on
ont des soucis. Bah oui, si tu leur envoies des clients et qu'en plus ils sont entre guillemets «formés» à ta manière de C'est ça. travailler, même votre relation et la gestion d'un dossier va être beaucoup plus fluide, C'est ça. j'imagine. Donc comme je disais au départ, on n'a pas très envie de faire appel à toi parce qu'en général, ça veut dire qu'il y a un truc qui a pas marché ou qui est vraiment très problématique. Moi, j'avais la 1re question que je voulais te poser, c'est quels sont les problèmes les plus fréquents que tu rencontres dans les chantiers de construction? J'imagine que les chantiers sont du neuf ou de la rénovation et que selon les Mmh. contrats, bah, les recours sont pas forcément les mêmes. Mais toi, tes clients, ils viennent te voir principalement pourquoi? Alors, principalement, donc les abandons de chantier, où ils ont plus de nouvelles de là où des entreprises qui construisaient ou qui rénovaient. D'accord. Et souvent, ça va de pair soit avec des malfaçons, le travail est mal fait, soit ils ont versé un acompte de trop qui correspondait pas à l'avancement. Et donc, du coup, même s'ils voulaient faire appel à une autre entreprise pour finir le projet, bah, ils avaient un trou dans leur budget qui peut être de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros plus. Ça dépend en fonction des chantiers. Donc c'est un peu quand il y a silence radio et qu'ils savent plus trop quoi faire parce que plus personne veut répondre, en fait. Ou C'est alors, ça, répond tout à pas fait. comme on aimerait. Ouais, tout à D'accord. fait. Donc ça, c'est un des principaux. Oui, est-ce que tu as d'autres exemples de pourquoi on vient te Ouais, voir? ouais. Bah après, un peu plus classiquement, des malfaçons qui apparaissent après la fin des travaux ou même plusieurs années après. Soit que l'assureur répond pas, soit que l'entreprise veut pas réintervenir, soit que l'assurance dit qu'elle couvre pas. Après, il y a des variantes, mais qui se rattachent à l'un ou l'autre. Il y a les retards de chantier importants. Oui. Souvent, ça préfigure, enfin, ça présage d'un abandon de chantier, ou en tout cas, c'est bon. La problématique est un peu similaire. Ouais, d'accord et en fait, en fait, on arrive te voir, il est souvent très, voire trop tard, non? Ouais, c'est malheureusement ce que je constate, et c'est ce aussi sur quoi j'essaye de communiquer, sur ne pas attendre. Bah, moi, Parce je que, le dis pour d'autres sujets, mais plus tard, c'est ouais, souvent trop tard. Mmh. c'est ça, ouais, c'est vrai, effectivement. Et même quand on pense que c'est déjà trop tard, effectivement, comme on dit, le bon moment, c'était il y a 20 ans, enfin, en l'occurrence, c'était hier, et ben, Ouais. le second meilleur moment, c'est maintenant, mais par contre, faut plus attendre. Ouais, c'est pas demain, quoi. Mmh. Ouais, voilà. À quel moment faut s'inquiéter? Parce que tu parles d'abandon de chantier et de Mm, retard. Je pense que c'est effectivement les premiers entre guillemets «signes d'alerte» qu'il y a un truc qui va pas. Alors on est souvent impatient, hein, quand on construit, quand on rénove, mm, on aimerait que les artisans enchaînent les uns les autres, l'électricien a fini, le plaquiste revient, le plombier a terminé, le peintre intervient. Bon, dans la vraie vie, en général, il se passe plusieurs jours, plusieurs semaines, mais mm, c'est mm. quoi, à quel moment il faut s'inquiéter d'un retard de chantier? Est-ce que ça dépend du contrat ou est-ce que ça dépend, qu'est-ce qui pourrait nous faire juger qu'il est important, de penser à toi? J'ai envie de dire, alors c'est un peu vague, c'est vraiment le plus rapidement possible. S'il y a vraiment aucune nouvelle, je sais pas, une semaine, 2 semaines après le dernier envoi, mail ou peut-être courrier recommandé, bah là se dire bah en fait pourquoi ça changerait quoi, pourquoi quelqu'un reviendrait alors que qu'il nous répond pas absolument pas. Après il y a des c'est vrai qu'il y a des variantes à ça, c'est-à-dire que bah souvent peut-être la personne dans l'entreprise ou le maître va répondre en disant oui j'étais malade, j'ai eu un souci, donc ils vont avoir un contact mais qui vont continuer à reporter. Donc moi à ce moment-là, ce que j'invite à regarder c'est vraiment entre le moment où ça, malgré les échanges qu'il y a eu écrits ou oraux, regardez depuis combien de temps le chantier n'a pas bougé ou presque pas bougé. Voilà, et donc je pense que s'il y a 15 jours, un mois, après évidemment, il y a une période, j'imagine, les congés, enfin, août, Oui, sont pas propices à ça, mais le plus rapidement possible, voilà, vraiment. agir le plus vite possible. Hmm. On est d'accord que c'est pas si on nous a dit que l'électricien, il arrivait lundi et qu'il est pas là mercredi, on t'appelle pas, d'accord? Ouais, voilà, c'est pas le cas. Effectivement, faut pas non plus. Non, parce qu'on sait que ça arrive et quand on travaille avec un constructeur ou un maître d'œuvre qui est censé, gérer notre chantier, donc Mhm. avec un conducteur de travaux. Si par exemple le conducteur de travaux répond plus, on peut contacter quand même l'entreprise, je sais pas moi, les assistantes administratives ou, voir le patron, ou même son commercial qui s'était Bien occupé de sûr. nous. Ouais, je vais te répondre. Donc, si c'est au sein de la même entreprise, oui, évidemment, essayer d'avoir quelqu'un par tous Par les moyens. D'accord. Ça, on est d'accord. Et après, je sais pas si c'est là où tu voulais m'emmener, mais après, dans certains chantiers, bah, il y a une entreprise générale ou un contractant général ou un constructeur de maison individuelle qui est avec le conducteur de travaux qui est l'interlocuteur principal. Et après, il y a les sous-traitants, Oui. donc avec lesquels bah, les particuliers, les personnes n'ont pas forcément de relation cas contractuelle directe, mais qui le voient tous les jours sur le chantier et qui Mmh. peuvent être tentés de les contacter et de leur demander des choses. D'accord. Là, c'est toujours
Je sais pas si tu veux aborder ce sujet-là. Ah, moi, j'aborde tous les sujets que tu veux parce D'accord. que c'est Ouais. le côté juridique, c'est autant j'ai Ouais, bossé ouais. depuis longtemps dans la construction, mais le côté juridique, je le connais Mm. pas. Ouais. J'avais pas à y faire dans mes expériences d'avant. Mm. Et du coup, bah, peut-être que tu peux parler en fonction des contrats. Mm. Ouais. Je suis Alors, preneuse. ouais. Non, alors, simplement sur les sous-traitants, pour faire un point un peu plus général, oui, parce que souvent, on va dire, oui, vous avez, l'entreprise ou le maître d'œuvre dit, vous n'avez pas à contacter les entreprises Oui, directement, c'est de l'injection, etc. Donc, effectivement, il faut pas contacter les entreprises sous-traitantes directement en leur disant, bah, ah, vous deviez faire ça, non, faites plutôt ça, et oui. commencer à travailler avant, ça, oui, effectivement, oui. Mais leur parler pour avoir des nouvelles et pour leur demander quel est le planning, etc., oui, vous pouvez. Oui, c'est ça. En fait, quand on passe par un constructeur ou maître d'œuvre et qu'il y a un lien, direct entre vous et le constructeur. Constructeur, c'est particulier en plus parce que vraiment on embauche le constructeur. Maître Hmm, d'œuvre, il y a une nuance quand même, on fait un contrat de service, mais on peut pas dire à l'électricien de changer des choses. On peut pas te donner d'ordre aux tout artisans à qui sont fait, sur un chantier. tout à fait. Mais on a le droit de constater qu'ils sont pas arrivés et que ça commence à traîner. Et mais on a le droit de leur parler. Mais on a le droit de leur dire bonjour, bien entendu. S'ils travaillent bien, on leur apporte des pains au chocolat. Je vous assure que ça leur fait plaisir et que ça vous fait gagner des points. Et Ouais. est-ce qu'il y a des mauvaises manières parce que en fait, appeler son conducteur de travaux 3 fois par semaine ou essayer toutes les semaines de l'avoir sans réponse, c'est une chose, mais il y a peut-être des choses qu'il vaut mieux faire plutôt que d'autres quand on veut commencer à entre guillemets taper du poing sur la table, peut-être pour se faire entendre. Hmm. Les écrits, des écrits, des écrits. On commence par mail avant d'envoyer On un commence par un mail, recommandé. tout à fait, tout à fait. Ok. On commence par des mails, mais même, allez, enfin, c'est toujours compliqué quand ça se passe bien, mais même pour les moments où ça se passe bien, les mails permettent un peu d'acter la situation, même si ça n'a pas valeur de contrat. Le mieux, enfin, je sais pas, par exemple, quand on modifie une prestation, mais c'est pas le sujet en tout cas, mais c'est le devis modificatif ou l'avenant si on est en contrat de construction, enfin voilà, que ça soit cadré. Mais effectivement, de pas se contenter d'assurance orale ou d'échanges téléphoniques et de faire des mails effectivement, puis après courrier recommandé. Ouais et moi j'ai souvent, donné ce conseil-là, tu vas me dire s'il est bon, comme ça j'arrêterai de le donner s'il est vraiment pas bon. Je disais à mes clients, ben, quand vous faites un point téléphonique avec le conducteur de travaux, par exemple, vous faites un compte rendu par mail. Parce que Mm, un conducteur de travaux court quand même un petit peu dans tous les sens. C'est un mm, peu le principe de leur, métier. L'administratif, en général, ils sont pas super mhm, fans pour beaucoup. mhm. Donc ça peut être bien de faire un voilà, on s'est eu au téléphone, vous m'avez dit ça, 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 j'attends de vos nouvelles telle date. Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire ou c'est une perte de temps? C'est c'est intéressant, c'est intéressant. Ça va pas être spécialement probant, par exemple, si on dit, vous m'aviez dit que ça devait être fini dans 2 jours, voilà. Non, c'est pas. Bon. Mais par contre, ça permet effectivement déjà d'avoir un historique, même pour soi, des modifications, des choses qui ont été dites, même de mineurs hein, sur le chantier. Ouais. Et puis aussi, si le conducteur de travaux répond disait OK avec sa propre appréciation et ses propres, ou alors qu'il confirme ce qui a été dit, si jamais demain en cas de contentieux, en cas de litige, il y a besoin d'éléments pour dire bah il était au courant, il l'a vu, etc. Oui, il y a eu un retour de mail du conducteur de travaux ou de la personne en charge des travaux qui a entre guillemets validé ce qu'on a dit, par exemple dit oui, je dis une bêtise, il y a un accroc sur telle peinture ou tel mur. Si le conducteur de travaux dit oui, oui, on l'a bien vu, on va venir passer le récupérer, là, bah, ça prouve qu'il y a eu un accroc, par exemple. OK, d'accord. Oui, on va pas, oui, le mail On seul va pas faire un va constat pas d'huissier là pour ce cas-là. non. Bah, après c'est délicat parce que souvent quand on a un problème sur le chantier, on se dit: «Est-ce que, je m'énerve? Est-ce que je grille des cartouches?» parce qu'en fait, les personnes, avec qui on travaille, alors ça c'est valable pour le bâtiment, mais pour d'autres, des fois on se dit: «Bah, je vais être sympa parce que sinon ils vont peut-être, ça va être encore pire et cetera», donc c'est aussi parfois ce qui nous retient, non? Est-ce que Hmm, tu vois ça? Mais comment on peut être oui. sympa, mais montrer qu'on est quand même client et qu'on Hmm, est-ce que tu as des conseils là-dessus? ouais. Alors là, c'est un peu plus délicat effectivement parce que comment dire? Oui, on est face à des humains, enfin de chaque côté d'ailleurs. Donc Oui, c'est ça. effectivement, les relations sociales, la psychologie, le feeling, le fait que ça se passe bien. Effectivement, on peut imaginer, c'est le cas d'ailleurs, que les clients peut-être plus sympas, le conducteur de travaux ou la personne aura tendance aussi à être plus sympa aussi avec elle, peut-être faire passer les choses en priorité. Ça peut être vrai. Ça peut aussi
je vais te faire une réponse de Normand un peu. Ça peut aussi être faux parce que on se dit, bah, eux, ils nous dérangent pas. Donc, on va Oui, se concentrer sur ceux qui sont conflictuels, pour ne pas dire autre chose. oui. Euh, Pour pas dire voilà. autre chose, tout à Ouais. fait. Mmh. En fait, je pense que c'est juste une question de forme. On peut demander les choses et être assertif et être dire exigeant, mais effectivement mettre les formes, voilà, pas harceler de coups de téléphone pour un seul et unique sujet. Effectivement, faire des mails sympas, mais en tout cas, où on attend vraiment une réponse, quoi, pas se contenter de oui, oui, bientôt, Ouais, etc. Donc ouais, OK. c'est un peu un savant équilibre à trouver. Et je crois que j'ai écouté un des épisodes là avec le membre, le juriste de la moi, Ah oui, qui OK, disait tu l'as effectivement écouté? choisir ses combats ou pas griller ses cartouches sur certains trucs, effectivement. Et je pense qu'il a aussi, je sais plus exactement à quel sujet il le disait, mais je pense qu'il a raison effectivement là-dessus. Beh, c'est un peu un job d'équilibriste parce que, il Hmm, suffit que le conducteur, de travaux soit sympa, mais qu'en fait, c'est la boîte derrière qui soit problématique. Il suffit que, effectivement, l'entreprise est mal prise parce que son sous-traitant, fait un peu n'importe quoi, mais que, bah, il l'avait pas forcément vu venir. Tout ça, c'est vraiment, alors on attend aussi de la transparence. Si, par exemple, le maître d'œuvre vient nous dire: «Ouais, effectivement, ce maçon-là ou ce plaquiste-là, il a complètement merdé, j'en suis navré, mais je travaille dessus», c'est pas la même chose que: «Oh bah, laissez-moi tranquille, c'est comme ça, c'est pas c'est sûr, autrement». Il y a ça c'est aussi, sûr, quoi. c'est sûr. Et même dans ce genre de cas, j'ai envie de dire, en fait, bon, si le travail est vraiment trop mal fait ou qu'il y a vraiment trop de retard, en fait, bah, c'est au constructeur de prendre les choses en main, de mettre en demeure son sous-traitant de bien réagir et à défaut de le remplacer par quelqu'un d'autre et de lui retenir en espérant qu'il ait gardé des fonds de la facture de sous-traitant. Donc c'est pas le problème du client, mais on va montrer que le constructeur, plutôt que des paroles en disant oui, je comprends, on va faire le nécessaire, montrer qu'il y a des actes derrière de la part du constructeur. Et pareil pour le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, lui, est pas directement contractant avec les entreprises, mais conseiller aux clients de faire la démarche, quoi, pas se dire oui, je sais pas quoi faire avec ce sous-traitant ou avec cette Oui. entreprise, pardon. Oui, parce que pour rappel, quand on travaille avec un maître d'œuvre, on embauche le maître d'œuvre, en gros, pour nous conseiller, voire suivre les travaux, mais c'est nous qui embauchons chaque artisan. À la Tout différence à du fait, constructeur, où on choisit de travailler avec le constructeur, qui lui embauche chaque artisan pour réaliser la maison. Donc les contrats sont vraiment pas les mêmes, donc j'imagine que les recours sont pas les mêmes. Tu parlais tout à fait. de travail pas bien fait, et cetera. Moi, j'ai souvent la question, parce que je dis souvent aux gens: «Allez voir des chantiers avant de signer». C'est hyper important. Sur un chantier, Mhm, on peut voir un chantier propre, voilà, on arrive à voir des indices sur, la qualité, d'une construction en allant voir sur un chantier, même si on n'y connaît pas grand-chose. Mais mhm, la question que j'ai souvent, c'est: «Mais Gwenola, j'y connais vraiment rien, comment je sais que c'est mal fait? Comment je vois que c'est une malfaçon? Comment je peux vérifier?» Si le mhm, constructeur, il me dit que c'est OK, mais qu'en fait l'artisan, il a fait n'importe quoi, comment je mhm. le sais? Alors moi, je pourrais pas te répondre parce que je suis pas technicien du bâtiment. Non, mais par contre, ce que je conseille ou ce que font déjà spontanément d'ailleurs certains clients ou certaines personnes, c'est que ils vont voir ce qu'on appelle un expert en bâtiment, qui est une appellation générique. En fait, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la construction, qui s'est spécialisé dans les pathologies du bâtiment D'accord. et qui peut donner un avis objectif sur la qualité d'un travail. Et lui, par exemple, saura que bah pour je sais pas que tel enduit soit bien appliqué, il y a des critères et des choses à regarder, voilà, et il le dira. Il dira par rapport à quelle norme éventuellement s'il y a une norme qui s'applique type DTU, etc. Ou alors une personne qui est du même corps de métier et qui vient donner son avis même de manière informelle. D'accord. Oui, parce que avant qu'on en commence l'enregistrement, tu me disais que tu travaillais, avec des experts, donc tu nous as dit, là aussi que tu allais en former, hem, à ta manière de travailler, puis au côté juridique. Parce que toi, quand tu es appelé, sur un projet, et un problème, donc tu fais d'abord déplacer un expert? C'est le premier truc que tu fais? Ça dépend. Moi, je suis plutôt partisan de d'abord on définit la stratégie et le plan d'action global. Et après, on fait intervenir souvent un expert, un commissaire de justice d'ailleurs, au bon moment, à tel moment, ou au moment où je l'ai décidé, et pour constater ce dont j'ai besoin, moi, pour aller plus loin et pour faire les recours au client ou faire une bonne négociation, etc. Après, donc ça arrive dans des cas où je suis appelé en premier. Après, dans la vraie vie, souvent, c'est les experts en bâtiment qui sont appelés ou les huissiers et qui après soit me contactent, soit enfin bon, ou pas d'ailleurs. Et je rentre par ce biais-là. C'est là où bah, je me sers du rapport de l'expert et parfois je demande bah, de modifier le rapport. Alors pas modifier le rapport pour mentir, mais vraiment dire est-ce que vous avez constaté tel point ou à mon sens là vous n'avez pas suffisamment décrit la malfaçon ou ses conséquences.
Donc, est-ce que vous pouvez préciser ce point? Évidemment, en disant la vérité, mais juste en étayant le... Le propos, quoi. Ouais, Pour dire que bah, c'est pas parce que des fois il y a des experts qui vont dire non mais ça c'est esthétique et puis en fait ça peut être plus qu'esthétique aussi. Donc là, quand tu me dis quand on a une malfaçon ou quand on pense qu'on en a une, faut faire appel à un expert. Il est peut-être intéressant de faire passer un expert de temps en temps sur son chantier avant euh, qu'il y ait des soucis? oui, ça peut. Et par exemple, avant le paiement. Alors, normalement, dans la vraie vie, si on a un maître d'œuvre, c'est lui qui est censé vérifier l'état d'avancement et la qualité, c'est un maître d'œuvre indépendant des travaux, même s'il peut y D'accord. avoir des ratés. Mais sinon, oui, faire passer un expert au moment des appels de fonds ou des factures d'acompte liées à un avancement pour voir si effectivement c'est bien fait, hein. Ça peut être envisageable. Et est-ce que, quand on fait appel à toi en tant qu'avocat, on est obligé d'aller au procès? Parce que c'est peut-être ça aussi qui fait peur aux gens, c'est de se dire: «Ben, ouais, mais si j'appelle un avocat, on va aller en procès, on est parti pour 10 ans, est-ce que ça vaut le coup?» Est-ce qu'on va au procès, forcément? Comment ça se passe quand on fait un recours pour abandon de chantier Ouais, ou litige? Comment, ouais, tout à comment fait. ça se déroule? J'imagine parce que tu parlais de stratégie, donc j'imagine que Hmm. stratégie, tu établis un plan et qu'il y a différentes manières d'aborder les choses? Ouais, tout à fait. Effectivement, enfin, moi, c'est une idée reçue que j'essaye de combattre, c'est avocat ne veut pas forcément dire procès. Il y a des possibilités amiablement de résoudre le litige, mais D'accord. bah, je prêche pour ma paroisse avec un avocat. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, la façon dont je le sens et ce que je fais au quotidien, c'est que déjà, on a une idée claire de ses droits et ses obligations et de ses forces et faiblesses, en gros, savoir ce qu'on peut obtenir. On a une idée de notre marge de négociation, enfin, et de ce qu'on peut entre guillemets bluffer ou pas. Avoir un avocat aussi, ça permet de montrer à l'entreprise ou au maître d'œuvre ou à la personne qui fait les travaux que voilà, on est déterminé et prêt, enfin, à aller jusqu'au bout si nécessaire. Voilà. Et le truc, c'est aussi de mettre la personne face à ses responsabilités, justement pour lui montrer qu'elle a plus intérêt à elle aussi négocier et résoudre le problème amiablement plutôt que d'attendre un procès. C'est ce que j'appelle entre guillemets frapper fort pour mieux négocier. On dit vraiment la situation si c'est le cas évidemment, hein, mais en gros, pour caricaturer, mes clients ont raison, vous avez tort, voilà les conséquences pour vous, elles sont lourdes, donc vous avez plus intérêt à négocier, à faire droit à nos demandes, et on fera pas de procès, et on renoncera peut-être à une partie de nos préjudices, voilà. C'est un peu ça l'idée. OK. C'est rentrer fort en égo et puis oui, tu disais frapper fort pour mieux, Au départ, né en tout cas. au départ, en tout cas pour négocier. J'en parlais avec, avec, Julien, Blondel, sur le sujet des assurances. Il y a le côté aussi où on va, montrer qu'on sait. Parce que, je sais plus, Mm, dans la conversation, on est venu à dire, heu en bord de mer ou dans des endroits où il y a un peu d'argent, quand on construit dans des endroits comme ça, souvent les gens sortent très rapidement leur avocat parce que ils ont un peu d'argent, donc potentiellement ils sont aussi plus peut-être habitués à travailler avec des avocats de par leur métier ou des choses comme ça. Et moi j'ai déjà vu, enfin à chaque fois que j'ai eu ça, c'était dans des endroits bord de mer, etc. Et il me dit oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir de l'argent et autant de temps qu'un retraité, par exemple, pour, faire appel à un avocat. Au contraire, et ça fait gagner du temps. Mais c'est vrai que quand on est peut-être un peu jeune, quand c'est notre mm, première maison, on mm, n'ose pas, en fait. On mm. connaît peut-être pas non plus. Peut y avoir de ça, effectivement. Ce que j'invite à faire pour voir un peu les enjeux financiers, parce que faire, en gros, le coût, entre guillemets, de l'inaction, par exemple, si on a un retard d'emménagement, notamment, le coût du loyer qu'on paye Tout à actuellement et qu'on fait. n'aurait pas dû payer, les intérêts intercalaires de l'emprunt, enfin, donc les frais bancaires qui continuent à courir. Des fois, enfin, moi, j'ai des clients qui ont loué des box, donc c'est pareil, c'est un coût qui tombe chaque mois en plus. Voilà. Donc, tant que le problème n'est pas résolu, il y a un genre de sablier financier, enfin, comme si l'argent continue à s'écouler, à sortir Bah alors qu'on oui. voit pas. Mais il y a également le coût non financier. C'est-à-dire que déjà psychologiquement, porter tout seul le litige ou le conflit, c'est pas forcément évident pour les personnes qui ont des familles ou tout simplement même pour leurs loisirs, quoi. Passer la soirée ou à faire des mails, à regarder le contrat ou à se battre pour ça, bah c'est du temps qu'on a en moins pour sa famille, pour ses enfants, pour ses loisirs.
Oui, parce qu'aller chercher la réponse sur Google ou sur Facebook, Mm, on va avoir tellement mm, de réponses et d'avis, mm, de gens qu'on peut perdre effectivement, comme tu dis, un coup de temps qui est hyper important. Et tu disais que tu faisais des courriers, mais en fait, tu engages une négociation finalement ou une mm. médiation, Ouais, ouais. j'imagine? Alors ce que je fais, moi, c'est pas de la médiation, mais enfin, on peut en faire avec un médiateur, mais oui, c'est une négociation, c'est amiablement. C'est amiablement pour moi, c'est dès qu'on saisit pas un tribunal, dès qu'on D'accord. reste entre nous, entre guillemets, sans juge, voilà. Sans Et juge. donc, Entre courrier, mail et autres, ou même échanges, réunion visio physique, hein, c'est OK. nécessaire, voilà. Et donc oui, il y a de ça, négociation. Donc en fait, c'est des échanges de mails, de courriers téléphoniques, etc. Regarder également, donc ça c'est pour la stratégie en amont, bah, ce que prévoit le contrat, ce que permet le contrat, sur quelle faille, qu'est-ce qu'on peut appuyer. Est-ce qu'on a ce problème qui est grave? Quel est le coût de réparation? Est-ce qu'on peut trouver un coût de réparation un peu moindre pour justement avoir une marge de négo? Euh, chiffrer ses préjudices pour bien montrer que bah effectivement si on doit attendre plus longtemps ou si on doit aller au procès, bah ça coûtera plus cher. D'accord. Tous ces aspects-là. Euh, et puis le répondre. Enfin, moi souvent moi j'ai des clients qui m'appellent ou qui me font des mails pour me dire bah euh, voilà, j'ai une question par rapport à ça, qui a un lien avec le problème, et du coup, ils ont leur réponse tout de suite, enfin tout de suite, pas immédiatement, mais en tout cas, ils ont une réponse à leurs interrogations, et ils savent un peu où on va, et que les choses sont prises en main, et donc c'est aussi bien pour eux. Je reviens sur l'aspect avec les assureurs, parce que enfin, il y a l'aspect entre les entreprises, les maîtres d'œuvre, les constructeurs, mais Ouais. également les assurances, et ce que tu disais tout à l'heure, effectivement montrer qu'on a un avocat et qu'on sait. Les assureurs, ils ont une approche je vais pas généraliser, mais on va caricaturer. Même si ils savent qu'ils ont tort, que les garanties sont dues, etc., ils se disent, bah, par rapport à mon risque, quelle probabilité j'ai que cette personne aille jusqu'au bout en justice. Et j'ai même des entreprises qui ont la même approche et qui me l'ont confié même directement. Donc, si on a un avocat et qu'il a bien saisi le dossier, qu'il a bien vu les failles, qu'il a bien fait un courrier argumenté, bah l'assureur il se dit bah effectivement on a plus enfin ça marche pas dans tous les cas évidemment, mais souvent il va se dire il y a plus d'intérêt effectivement à négocier. On a bien vu que à négocier ou à verser l'indemnité, on a bien vu que cette personne elle était accompagnée d'un avocat et que elle savait, enfin on pouvait pas l'entourlouper entre guillemets. Donc, on a plus de chances que nos courriers recommandés soient ouverts s'ils sont, ou en tout cas considérés, s'ils sont rédigés par un avocat? Ouvert non, mais lu avec attention, oui. Enfin Ouais. ça c'est certain, enfin c'est clair. Bah, il y a aussi, c'est vrai que quand on se dit, «Bon, ben, je vais écrire à mon constructeur ou à, mon artisan et je vais lui dire que je suis pas content», on va trouver des formulations, on va peut-être, trouver des modèles, un peu, lambda sur internet, mais ça n'aura jamais effectivement le même poids qu'un courrier d'avocat qui Hmm. est tourné Ouais, avec, des points juridiques. je suis C'est d'accord. ça? Bah, il y a même, oui, il y a ça, mais en fait, il y a même plusieurs aspects. On va dire ça, on va dire que c'est le meilleur des cas. C'est-à-dire, oui, ça paraît bien et ça n'a pas d'effet. On va dire que c'est le meilleur des cas. Le pire des cas, c'est on se tire une balle dans le pied parce que, en fait, on avait un courrier recommandé à faire avec un délai. Soit on n'a pas respecté le délai, soit on n'a pas mis les bonnes formules et après pour régulariser, bah, on est hors délai. Soit il fallait pas faire un courrier recommandé et il fallait directement saisir un tribunal parce qu'il y a un délai de prescription, etc. Et on s'est loupé, on perd tout droit à recours ou c'est plus compliqué pour faire Oh des waouh! recours. Ah oui, d'accord, ça peut être vraiment grave, en fait. Et après il y a l'aspect intermédiaire, c'est-à-dire on va pas perdre de recours, mais en fait dans le courrier on va avouer entre guillemets quelque chose qui ne nous est pas favorable, donc se tirer une balle dans le pied tout simplement. Alors que si cet élément avait été tu, on aurait eu une meilleure marge de négociation par la suite. Donc un D'où avocat va dire c'est quoi dire et c'est quoi taire. Je sais pas si d'où c'est très français ce que je le dis, mais Alors si, c'est français, en fait, d'où la stratégie, mais du coup, quand je t'écoute, je me dis: «Non mais en fait, je vais l'appeler à chaque fois que j'ai un problème avec un artisan, en fait», parce qu'au final, on sait jamais. C'est quoi est-ce qu'il y a des règles, des points auxquels il faut être vigilant? Je te demandais tout à l'heure, c'est quoi le délai à partir duquel il faut s'inquiéter et cetera, parce qu'à quel moment je sais que j'ai besoin de toi? À quel hmm, moment je sais que, faut pas que j'envoie un courrier, où je pourrais me tirer une balle dans le pied? Comment je sais ça? Si je ne te suis pas sur LinkedIn, par exemple? hmm, ouais. C'est vrai qu'effectivement c'est compliqué de le savoir. Pour donner peut-être quelques pistes, l'enjeu financier
et même au-delà du financier par rapport à est-ce que c'est un gros problème ou est-ce que c'est un petit problème? Est-ce que ça va menacer mon emménagement ou est-ce que simplement bon bah il y a une peinture qui sera mal faite, certes c'est pas acceptable au vu de la qualité machin, mais on pourra s'en passer entre guillemets, enfin on Oui. pourra dormir quand même ces aspects-là. C'est vrai qu'avant la fin du chantier, avant la réception des travaux, donc c'est l'équivalent, je simplifie de la fin du chantier, c'est vrai que c'est un peu délicat de savoir effectivement quand est-ce que d'apprécier les délais dans lesquels contacter, même si évidemment bah, le plus tôt possible et dès lors qu'on a un doute juridique et que on en a marre. Après, si on est là pour te répondre peut-être plus facilement, si on est après réception, donc soit au moment de la réception, soit une fois que le papier de réception est signé, qu'il y a des réserves et qui sont pas levées, soit un an, soit justement pas un an avant après la réception, mais on va dire au bout de 6 mois, parce on a un premier délai dit de garantie de parfait achèvement qui commence à courir et il faut pas C'est le vrai. passer, faut pas le laisser passer, pardon. Oui, le parfait achèvement, juste pour rappel, c'est Mm. à partir de la réception de la maison, c'est la première année. Et en fait, toutes les réserves, donc les réserves, ce sont les travaux à terminer ou dont on n'est pas forcément satisfait par rapport à ce qui a été établi dans le contrat. On dit, bah voilà, moi j'avais demandé, je sais pas, tel type de porte, c'est pas tel type de porte. Normalement, le carrelage devait être mis, le carrelage n'est pas mis. Ou il y avait ça de prévu dans le contrat, c'est pas prévu. Ça s'appelle les réserves, c'est-à-dire qu'on fait un PV de réception et on écrit ça c'est pas conforme au contrat, ça c'est pas conforme au contrat, ça c'est pas conforme au contrat. Et on a l'année de parfait achèvement pour que les artisans viennent réparer ou terminer leur travail, c'est ça? Tout à fait. Si ils ne lèvent pas les réserves, ils ne finissent pas le travail ou ils ne réparent pas la mauvaise qualité, il faut saisir le tribunal avant la fin du délai d'un an D'accord. pour continuer à bénéficier de cette garantie qui est en fait la responsabilité des entreprises est quasi automatique. Et après, si on laisse passer ce délai, il faut prouver, alors soit c'est des réserves non à la réception qui sont pas levées, auquel cas il reste tenu de les lever, soit c'est des désordres qui sont apparus dans l'année de parfait achèvement, donc et pour le coup, on va perdre ce régime de faveur qui est la garantie de parfait achèvement si on laisse passer les délais. À la place, il faudra prouver une faute de l'entreprise et c'est un peu plus compliqué. D'accord, donc par exemple, si à la réception on n'a pas vu, j'en sais rien moi, qu'il y a un robinet qui fonctionnait pas ou que l'eau chaude marchait pas, je dis un exemple comme ça, mais pour, un robinet ou, que je sais pas moi, les toilettes s'évacuent mal et cetera, mais qu'on Oui, voit quelque que chose qui est pas visible à la réception ou dans c'est les ça. 8 jours si on est dans un CCMI, dans un contrat de construction de maison individuelle. C'est ça. Et là, Ouais, on a un an, mais on va pas, si on a été livré le 15 septembre, on va pas attendre le 15 septembre de l'année suivante. tout à fait. Faut relever les désordres parce que combien de semaines ou mois avant la fin de ce délai d'achèvement, c'est le strict minimum pour lancer ce type de Il y en a pas, mais il faut que ça soit avant pour que parce qu'il faut laisser un délai dans la mise en demeure dans l'assignalement des désordres avec une mise en demeure et un délai et après il faut le temps de saisir le tribunal. Donc je vais dire dans le pire des cas, un mois et demi avant OK, la fin et du ça, délai. c'est on est déjà Mm. hyper en retard, fallait faire ça il y Ouais, a voilà. Mm. OK. En fait, il y a l'année de parfait achèvement, elle existe pas finalement? Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment un an pour voir les on a un an éventuellement pour les faire savoir, mais en fait, c'est plus, 9-10 mois, quoi. Oui. Bon, on peut partir du principe que enfin, je sais pas si c'était l'esprit de la loi, mais que les défauts, les premiers défauts d'usage se verraient euh, très rapidement, ou en tout cas dans la première année. D'accord. Bah, presque dans la première année. Presque dans la première année, dans les 10 premiers mois. Mm. Est-ce qu'il faut toujours envoyer une, mise en demeure avant d'engager une action? Ou alors il vaut mieux que la mise en demeure soit justement la première action à faire accompagnée d'un professionnel comme toi? Ah. Bah alors moi, encore une fois, je vais prêcher pour ma paroisse, mais vraiment, s'il faut faire une mise en demeure, non mais pour les raisons que j'ai évoquées, de la faire par avocat. Mais sinon, si pour saisir la justice, vraiment faire un procès, en fait, donc, on pourrait rentrer dans plein de détails, dans plein de cas, mais souvent, effectivement, il y aura une mise en demeure qui sera un préalable obligatoire pour différentes raisons. Mais après, il y a des cas où effectivement, elle n'est pas forcément nécessaire. Je dis une bêtise quand on est dans les 10 ans suivant la réception et qu'on a un désordre grave ou une infiltration qui empêche de vivre dans la pièce de vivre, par exemple, la pièce à vivre, pardon. Donc Bah, on n'est quelque pas obligé de chose de mettre en demeure avant, on peut saisir, soit déclarer le sinistre à l'assureur, soit saisir directement le tribunal, ce qui se fait jamais normalement, parce que en général, on déclare le sinistre à l'assureur d'abord. Et voilà, là, il n'y a pas besoin de mise en demeure, par exemple.
Oui, et c'est ça. Donc là, tu parles de désordre dans le cadre de l'assurance décennale, donc qui couvre les travaux réalisés par des professionnels pendant 10 ans. D'ailleurs, j'ai lu un post, je crois que c'est celui d'hier, que tu as fait sur l'assurance dommage-ouvrage, où tu Tout à fait, disais que si on n'a pas d'assurance dommage-ouvrage, je rappelle que l'assurance dommage-ouvrage est obligatoire, tout tout à ça, fait, mais si on n'en a pas, on a quand même des recours. C'est ce tout que à tu fait, disais dans ton post. Est-ce que tout à j'ai bien fait. lu? Est-ce que j'ai bien C'est retenu? ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Sur les recours ou le fait de pas avoir d'assurance dommage ouvrage? Oh bah tout, tu peux tout me Les dire. deux? Ok. Donc déjà, peut-être sur les recours en l'absence d'assurance dommage ouvrage. Dans tous les cas, les constructeurs, les entreprises, les personnes qui sont intervenues sur le chantier, si du fait de leurs travaux ou en fonction du régime de responsabilité, si elles ont commis une faute ou pas d'ailleurs, elles sont responsables, elles restent responsables. Après, elles ont également leur propre assurance. Donc, il y a l'assurance décennale obligatoire qui va couvrir l'entreprise et du coup, par ricochet, le particulier, le client qui a fait faire les travaux. Ouais. Pareil, pendant les 10 ans, suivant la réception, pour les désordres les plus graves. Pareil, là, je rentre pas dans le détail, hein, mais Non, on a vu ça dans l'épisode précédent avec, Ah, parfait. Julien, qui est courtier en assurance, Ah, et on parfait. a été vraiment dans les détails, point de Ah, vue bah, super. assurance. Donc là, c'est Bah, le super. côté plus juridique du coup. Souvent, pas à chaque fois, mais souvent, les entreprises, elles souscrivent non seulement l'assurance obligatoire, mais elles souscrivent également des garanties facultatives qui peuvent couvrir également des choses qui ne sont pas graves, mais qui sont quand même embêtantes, quoi. Type, bah, on a peut-être une fissure qui affecte pas la solidité, qui laisse pas passer de l'air, qui ne laisse pas d'infiltration, mais qui est pas très belle ou qui génère des contraintes, je sais pas, d'usage. Bah, c'est une responsabilité D'accord. de l'entreprise avec ou sans assurance dommage ouvrage. Et d'ailleurs, bien souvent, l'assurance dommage ouvrage, d'ailleurs, ne couvrira pas ce désordre, on va dire, mineur. Donc Mais voilà. mais c'est pas parce que c'est pas couvert par la décennale que ça n'engage pas la responsabilité de l'entreprise, on est bien Dans d'accord? tous les cas, ouais, tout à fait, ouais. Même quelque chose d'esthétique. Ah Voilà. Il oui! faut simplement On va y trouver une revenir faute, en sur les fait. choses Ouais, esthétiques. Il faut trouver une faute. OK. Une mm, mauvaise mise en œuvre ou quelque chose tout comme à ça. fait. Ouais. On peut pas se contenter de dire, contrairement à la responsabilité décennale ou à l'assurance dommage ouvrage, ça touche les travaux faits par tel lot, tel constructeur, donc c'est de sa responsabilité. C'est pareil, je simplifie encore, mais c'est l'idée. OK, et tu voulais parler de la donc là, tu nous as dit pour les recours, mais pour la dommage ouvrage, qu'est-ce que Oui, tu as à dire sur le donc sujet? évidemment, donc l'assurance dommage ouvrage, elle est obligatoire. Oui, C'est méconnu une infraction pénale de pas la souscrire, au même titre qu'une entreprise commet une infraction pénale et son dirigeant également de pas souscrire une assurance décennale. d'accord. Par contre, donc elle reste obligatoire pénalement, enfin, qu'elle soit sanctionnée pénalement ou pas d'ailleurs. Par contre, il y a une exception pour les particuliers qui font construire pour eux-mêmes ou pour leur famille en gros, où c'est pas une infraction pénale. Mais le principe fait qu'elle reste obligatoire. Et vu qu'elle est obligatoire, bah souvent les experts d'assurance, les assurances, même parfois des entreprises, j'ai déjà entendu le cas, en disant bah vous n'avez pas de DO, vous avez qu'à souscrire une DO, c'est de votre faute, ce serait déjà résolu. Alors en fait, le fait de pas Mmh. souscrire d'assurance dommage ouvrage, donc la DO dont je parlais, n'exonère pas en fait les constructeurs de leur responsabilité. En fait, quoi Oui, qu'il en ce serait soit, un petit peu trop bah facile. oui, en fait, le problème initial, c'est que bah le travail a probablement été mal fait ou enfin donc voilà, donc la responsabilité première, elle est chez l'entreprise de l'assurance, c'est juste quelque chose qui vient ensuite par-dessus. Voilà. Mais il est vrai qu'effectivement, avec une assurance dommage ouvrage, en tout cas pour les dommages graves, c'est plus confortable, c'est plus facile, ça va plus vite, parce que si l'assurance reconnaît qu'il y a un problème, bah, elle définit, enfin, grâce à son expert et un maître d'œuvre des travaux de réparation, voilà, et elle verse une indemnité correspondant à ces travaux de réparation. Et c'est elle qui va courir après les autres assureurs Tout pour à fait, récupérer ses sous tout à à la fait, place de vous qui allez vous épuiser c'est et ça, passer 1000 ans à déclencher toutes les décennales. OK. c'est ça, tout à Tu fait. parlais de désordre esthétique, c'est un petit peu, la formule magique ça, parce que, quand on a, une fissure, sur un enduit Mhm. ou, à l'extérieur je parle, si on a un petit truc, voilà, qui semble pas trop grave, on va nous dire: «Oh bah, c'est pas grave, ça c'est esthétique». Mais est-ce que quand on achète une maison, on n'est pas en droit d'attendre un truc nickel? C'est-à-dire que quand j'achète une Mhm. voiture neuve, s'il y a une rayure, Mhm. C'est ça, a priori que je le dis au garage, le garage il va reprendre la rayure, sinon il sait que je vais pas acheter sa voiture. c'est ça. Ça, bah, l'analogie est bonne. Donc effectivement, s'il y a quelque chose d'inesthétique à la réception et qu'on le note en réserve, pour reprendre l'exemple de ta voiture, je sais pas s'il y a les réserves pour les voitures, mais en Je tout cas, on le voit à la livraison. Ouais, j'en sais rien, c'est pas du tout ma spécialité. On le voit Moi à non la plus. livraison, effectivement, de la voiture. Donc on le voit à la réception des travaux, effectivement.
inesthétique. Donc, enfin, à condition que ça soit. Enfin, après, c'est toujours un peu subjectif l'esthétique, mais il faut qu'il y ait vraiment la frontière. C'est est-ce que c'est un désordre ou est-ce que c'est pas un désordre? Est-ce que c'est un mauvais travail même qui n'a juste qu'une conséquence esthétique, ou est-ce que c'est simplement on s'attendait pas au rendu, mais en fait tout est conforme au contractuel. Donc, moi, je parle vraiment du cas où on a un vrai désordre esthétique. Objectivement, c'est pas beau ou c'est correspond pas à la qualité que n'importe qui pourrait attendre vu le prix ou vu ce qui avait été commandé. Bah, Ok. ça peut être des rayures sur les Voilà, menuiseries, ça tout à peut fait. Voilà, être ouais. un On est, vitrage où il reste une trace de colle, ça peut être de l'enduit mis un peu dégueulasse, ou alors du silicone qu'on n'arrive plus à enlever et que c'est là ça, c'est tout à vraiment fait. moche. Effectivement. Donc effectivement, c'est un désordre esthétique. Et donc soit il était visible à la réception et il fallait mettre une réserve, ou dans les 8 jours si on est dans un contrat de construction de maison individuelle. Soit effectivement on a un enduit qui fissure ou qui micro fissure. Et que objectivement c'est pas beau et il n'aurait pas dû faire ça. Oui, c'est un désordre. Simplement, par contre, il faut prouver. Alors il y a deux choses. Soit ça arrive dans l'année de parfait achèvement et c'est simplifié également, mais il y a une genre de présomption de responsabilité de l'entreprise qui a posé l'enduit, qui a fait l'enduit. Si c'est au-delà de l'année de parfait achèvement, donc après un an après la fin des travaux, eh bien là il faut prouver une faute du constructeur ou de l'entreprise qui a fait le travail. Alors parfois la faute ça peut être pareil, je vais peut-être dire une bêtise technique, mais il y avait une trame à mettre derrière l'enduit, elle a été mal mise, c'est pour ça que ça a micro fissuré. Soit parfois ça peut être simplement du bon sens, hein. On peut avoir une peinture, c'est un terme que j'avais appris il y a quelques années, un rechamplissage disgracieux, c'est-à-dire que sur les jonctions de mur pour la peinture, si je me trompe pas. Et donc si ça déborde, bah oui, objectivement c'est pas beau, c'est mal fait. Donc il y a pas besoin de dire oui, on a violé le DT ou je ne sais quoi. Non, c'est juste que c'est objectivement un peintre, un bon peintre ne fait pas ça. Voilà. Oui, après, peindre de l'enduit, moi je trouve qu'il y a trop de risques justement, surtout de l'enduit gratté. En fait, vu qu'il y a des petits trous, la peinture elle file dedans D'accord, et c'est ça qui fait qu'on a après les marques, et ça on le fait parce que ça coûte un petit peu moins cher de faire peindre par-dessus son enduit une bande d'accord, grise, une bande et cetera. Sachant que les d'accord. enduiseurs en règle générale, dans les années, je sais pas, 2010, il y avait la mode des maisons rouges où, il y a eu beaucoup de maisons faites avec des enduits foncés, sauf que les pigments dans les enduits vivent très très mal avec le soleil. Et donc en fait, Euh, les enduits hmm, noirs et très foncés vieillissaient mal. T'avais tous les pigments qui bougeaient là-dedans et ça faisait un truc absolument moche. Donc t'as des enduiseurs et des constructeurs qui refusaient d'appliquer ça, sachant que quand on faisait en enduit, c'était plus net, mais quand on faisait en peinture, il y a ce risque-là. Et puis après, si en plus on prend un peintre un peu sagouin, effectivement, on peut être vite ouais. déçu. Donc oui, ça c'est effectivement des choses qui arrivent. Si moi j'ai eu, donc j'ai demandé une bande d'enduit peinte et que ça a débordé, j'ai un recours pour ça, ou pour le coup c'est esthétique et on peut rien faire? Parce que l'enduit, en fait, quand on doit corriger un enduit faïencé, il faut refaire toute la façade. Il y a personne qui veut payer de refaire toute une façade. Théoriquement, si c'est vraiment effectivement inesthétique et que c'était pas, enfin que il y avait déjà moyen de faire autrement et que c'est vraiment les règles de l'art ou le bon sens fait que c'est pas acceptable. Sachant que parfois il peut y avoir un DTU s'il est applicable parce qu'il faut qu'il soit visé par le contrat qui détermine exactement ce qui est acceptable en termes d'esthétique. Je sais pas si c'est le cas pour ce cas précis. Donc, admettons qu'ils disent que c'est pas acceptable. Effectivement, théoriquement, pour réparer, on a le droit à une remise à l'identique. Et si le seul moyen c'est de tout refaire, théoriquement, on peut obtenir le coût de la réparation pour le tout. Ce qui peut se passer dans ce genre de cas, c'est que le client peut accepter une moins-value ou une indemnité compensatrice du fait que Ouais, c'est mal fait, donc une ça se indemnisation en négocie. argent, quoi. Mm. Oui, mais en fait, l'enduit, c'est assez compliqué, hein. Par exemple, si on fait une maison en briques, je sais que s'il fait trop chaud et qu'on applique sur briques sèches, par exemple, Mhm. l'enduit peut ne pas prendre. Donc, les enduiseurs, il est pas rare qu'ils ne travaillent pas sous la pluie ou quand il fait trop chaud. Parce que l'enduit a des risques de faïencer d'ailleurs sur ça. Mais du coup, est-ce que tu aurais des pistes à nous donner sur les précautions à prendre en amont du projet? C'est-à-dire, OK, je veux faire construire, je choisis de travailler avec des artisans ou avec un constructeur maître d'œuvre, peu importe. Est-ce qu'il y a des documents, des précautions que je dois prendre pour éviter de galérer à ce point-là, ou en fait c'est un peu la faute à pas de chance et faut juste savoir quand réagir? Non, il y a vraiment des moyens de se prémunir. Dis-nous tout. Il y a plusieurs choses et on pourra en parler, je pense, plusieurs heures, enfin Alors plusieurs on minutes. va rester Ouais, dans l'heure, heure et demie de d'habitude, ouais. hein.
Bah, les cas où il n'y a pas de contrat avec de notice, donc je vais mettre de côté hors CCMI, en plus l'épisode justement avec le juriste de la moi, dont le nom m'échappe, je pense qu'il est assez Guillaume, pertinent. c'était Guillaume, ouais, Guillaume. c'est vraiment très bien, apprécié. Et Je lui transmettrai. donc hors ce cas-là, bah avoir un devis clair, enfin plus qu'un devis d'ailleurs, c'est peut-être l'équivalent d'une notice descriptive, mais en tout cas que tout soit cadré dans la qualité, enfin les attendus de ce qui est fait. Donc Vérifie. des listes et des lignes très précises de tout ce Hmm, qui va être, hmm, prévu, que le plan soit calé et que tout soit cohérent aussi. ouais. C'est ça? Voilà, D'accord. effectivement. Il faut qu'elle renvoie un plan, tout à fait. Vérifier l'attestation d'assurance, enfin souscrire une assurance, moi je vois, et vérifier l'attestation d'assurance décennale de son. On va partir du principe qu'il n'y en a qu'un de constructeur, de l'entreprise générale qui va intervenir. Vérifier qu'elle est bien. Dans son attestation d'assurance, il y a une liste des travaux pour lesquels elle assure. Donc si c'est quelqu'un qui va faire notamment de la maçonnerie chez vous, faut pas qu'il soit assuré en piscine. Je dis ça, j'aime bien cet exemple parce que je l'ai vraiment vu dans un dossier, hein. Quelqu'un qui faisait de la maçonnerie qui était assuré uniquement, pardon, qui faisait la maçonnerie d'une piscine et qui était assuré uniquement en peinture. Donc c'est vraiment, Hein? Bah, hmm, ah hmm. oui, c'est pas Il avait dû pareil se du lancer, coup. je pense, au cours de son activité. Bref, bon, peu importe, mais il était pas assuré. Donc vérifier que la liste des travaux souscrits, OK. assurés, et correspond bien aux travaux qui vont être réalisés chez vous. Parce que sinon, l'assureur sera le premier à dire, bah, je ne couvre pas, parce que Oui, on bah, va il va assurer une pièce. lâcher, son propre client en disant: «Vous avez fait des Tout à trucs que fait, je vous ai pas, enfin pour tout à lesquels fait. je vous assure pas». OK. Si votre constructeur vous dit, non mais c'est pas grave, mon sous-traitant il est assuré pour, non pareil, c'est drapeau rouge, red flag, enfin tout ce que tu veux. Faut pas faire confiance, faut demander effectivement qu'il soit assuré pour, ou qu'il demande, je sais que ça se fait parfois, une attestation nominative spéciale pour ce chantier, pour se faire assurer, pour être sûr qu'il est bien assuré pour le tout. Après, conseil par rapport aux assurances, je sais pas si vous en avez parlé avec Julien, mais si on a un constructeur, regardez par exemple notamment entre un constructeur, enfin ou une entreprise générale, je veux dire entre deux devis, la différence de coût peut s'expliquer par le fait qu'il y en a un qui est assuré chez un assureur notoirement reconnu et l'autre chez un assureur obscur, mais aussi par le fait qu'il y en a un, il a juste souscrit l'assurance décennale obligatoire, donc le strict minimum, ok, et l'autre qui a souscrit des garanties facultatives. Et en fait, c'est noté en liste de garanties sur l'attestation d'assurance. D'accord. Ah oui, parce Notamment, il que y a la garantie des dommages intermédiaires. Si on est sur de la rénovation, la garantie des dommages aux existants, qui est très importante. Après, là, on n'est plus en amont. Je donne peut-être un peu en vrac, mais on n'est plus en amont, mais payer que ce qui correspond strictement à l'avancement, et pas ah ça, au-delà. c'est Et à la terrible. qualité, c'est-à-dire que s'il y a l'avancement correspond, donc en fait, c'est mal fait qu'il faudra le refaire. Évidemment, ne pas payer ou retenir au moins une partie de la facture. Ah d'ailleurs sur ce point-là, c'est vrai qu'on entend beaucoup. J'ai avancé, 20 000 € à mon maître d'œuvre, il est parti avec l'argent, Mais ça, mais donc on ne paye que sur avancement. On n'avance surtout pas au maître d'œuvre, parce que c'est même un CCMI, il n'y a pas d'avance, hein. CCMI, c'est à l'achèvement hmm. de Ouais, il y a des certains jalons bien précis, paliers. effectivement. Donc en fait, il faut presque prendre exemple là-dessus et on donne pas 20 000 pour arranger, le menuisier qui est un peu Ah short en oui. trésorerie. Ça, c'est Non, mais le pire scénario. effectivement. Et ça, red flag à nouveau, vraiment un signe annonciateur en tout cas, ce que je vois chez mes clients, donc 99% des cas, c'est, oui, oui, j'ai un problème de fournisseur ou de trésorerie, si vous me donnez une avance, je pourrais revenir plus vite ou faire tel travail ou commander les matériaux. Donc ça, non. Vraiment, c'est vraiment ne pas céder, même si on est toujours un peu sous pression parce que souvent, bah, soit on va emménager vite parce que, bon, genre, il y a un délai, mais aussi parce que, bah, peut-être qu'on a prévu que la nouvelle école des enfants qui est dans la maison, que le travail, on a dû déménager pour le travail, il va commencer au même lieu, donc on veut que tout aille vite. Et au final, penser gagner du temps là, maintenant, pour finalement en perdre des mois plus tard parce qu'on a voulu aller trop vite, malheureusement. Moi, je le répète souvent, mais je l'entends souvent Mm, dans les personnes que j'interviewe, on veut toujours aller trop vite. On veut toujours mm, aller trop vite et c'est souvent pour ça qu'on va faire des erreurs, mhm. juridiques, payer trop et cetera et c'est aussi pour ça qu'on va avoir des regrets dans sa maison. Parce qu'on aura été trop vite, parce qu'on n'aura pas pris le temps et on emprunte sur 25 ans, je le dis souvent, mais on emprunte Mm. sur 25 ans. Vaut mieux prendre
entre guillemets, perdre 3 semaines pour regarder, voilà, dire que bah non, moi je veux que je vais pas vous donner les sous pour acheter les menuiseries, vous vous débrouillez, vous êtes censés acheter les fournitures Mmh, et moi je vous paye qu'une fois que c'est fait. tout à fait. Hem et effectivement, on est soumis à la menace, on est des fois fatigué, on en a marre, on veut que ça avance, Mmh, mais c'est des très, très mauvais calculs parce qu'après c'est mmh, des trous, comme tu disais au début, dans la raquette mmh. sur le sujet. Il y a d'autres exemples comme ça de choses à pas faire ou Ouais, à faire justement pour se bah, prémunir? ouais. Donc au-delà du devis, enfin, pour rédiger, je sais que certains bon, normalement c'est un maître d'œuvre le fait, mais je sais qu'il y a certains qui proposent ce service en tant qu'assistant à maître d'ouvrage, rédiger un marché de travaux si on veut pas le faire faire par un avocat parce qu'on estime qu'on n'a pas le budget ou qu'on n'y pense pas, parce que je sais que forcément au début de travaux on pense pas à prendre un avocat, en tout cas quand on est Ouais. particulier. En fait, un marché de travaux qui non seulement va reprendre le devis, les lignes, la notice, mais également donner un délai précis, même un planning général avec peut-être des jalons intermédiaires qui seront sanctionnés par des pénalités de retard. En fait, ce que la construction, enfin, je pense que je vais pas te l'apprendre et je pense que plein d'auditeurs sont peut-être d'ailleurs plus sachants sur ce point-là, mais le planning, c'est pas seulement le point A, on démarre là, et point B, on finit là. Pour arriver justement, pardon, tenir ce point B, il faut qu'il y ait des jalons intermédiaires pour être sûr que, bah, notamment, tu parlais en début de podcast sur la coordination entre corps d'État, que l'électricien intervienne dans la foulée du plaquiste, etc. Bah, il faut quand même qu'il y ait une coordination, des réservations qui soient faites, etc. Et Mmh. ça, c'est grâce à un planning, quoi, précis. Et avec la sanctionner, moi, c'est ce que je dis, hein, par des pénalités de retard. Voilà. Et les retenir sur les factures. Et justement, c'est ça la question que je voulais te poser, elle m'était sortie de la tête, mais elle vient de me revenir. Merci de Mm. reparler de facture. Mais si par exemple, on dit: «Bah non, vous avez pas fini le travail, je retiens», combien on peut retenir? Et si on se fait menacer de: «Bah si vous me Mm. payez pas, de toute façon je reviendrai pas». Combien on peut retenir? Bah, c'est plus facile à dire qu'à estimer, mais que ça soit un peu proportionnel au montant de ce qui n'est pas fait. Mais ce qui n'est pas fait, c'est peut-être un peu plus facile à évaluer, parce que si le devis est assez détaillé ou s'il y a un poste, Mmh. on dit bah il y a que la moitié de fait, bah, on paye que 50%. Si c'est mal fait, et qu'on pense ou qu'on est quasiment certain qu'il faudra tout refaire, normalement, théoriquement, il faudrait ne rien, ne rien régler. Alors après, effectivement, face à la menace de je, je ne reviendrai pas si vous ne me payez pas, on est tenté de céder. Mais si vous payez, l'artisan, la personne, alors il y a des personnes de très bonne foi, mais on part du principe de quand ça se passe mal, que s'il demande ça, c'est qu'il y a peut-être un souci de trésorerie peut-être par ailleurs. On perd la main, du coup on perd son argent, alors que il n'est pas obligé de revenir. Alors que si Mmh. on a gardé l'argent, certes le chantier n'avance pas, mais si jamais on doit changer d'entreprise par exemple, eh ben on a gardé ses fonds pour faire les travaux par une autre entreprise. L'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, donc Hmm, effectivement. Et de toute façon, tu disais, si on a des doutes sur le fait que ce soit bien fait, j'ai presque envie de dire, et tu vas me corriger si je me trompe, en fait, on fait venir un expert. Si on a un tout à doute fait. sur Ouais. l'électricité, si on a, quelqu'un du bâtiment qui est un proche et qui me dit: «Là, ton chantier, c'est vraiment n'importe quoi», on fait déplacer un expert parce que, c'est ce qui va quand même Hmm, attester. Alors, ça peut coûter des sous, effectivement, de faire déplacer un expert, hmm, j'imagine, en cours de chantier. J'ai aucune idée des tarifs, mais hmm, c'est comme faire appel à un avocat. Généralement, hmm. on se prémunit de Bien bien sûr. des soucis, après. Donc entre dire: «Vous avez pas fini, vous êtes pas revenu mettre mon habillage de prise et vous avez pas Hmm, fermé, mon compteur électrique et j'ai une ampoule qui marche pas, je vous paye pas, 50 du devis». hmm. Ah, Ouais. voilà, ça va être, voilà. Ou alors, bah, non, mais le plaquiste est revenu et vous êtes pas fini, vous êtes pas venu finir d'installer, Hmm, justement, aucun luminaire, aucun appareillage électrique. C'est pas hmm, la même chose. Donc faut aussi faire attention, comme tu dis, de hmm. juger jusqu'où les gens sont Tout à allés, fait. sur leur devis. Il faut savoir, on parle depuis tout à l'heure, que par exemple, quand on fait appel à des artisans en direct, on peut aussi, embaucher, hein, des conducteurs de travaux indépendants. Si jamais on trouve que c'est, compliqué. Ça se fait ça? Alors, moi, je l'ai pas vu faire, mais je sais que certains le proposent, notamment en cas de défaillance du constructeur de maison individuelle. Des fois, les conducteurs Ouais. de travaux se proposent, parce connaissent bien le chantier, effectivement, de le reprendre en indépendant. Là, c'est vrai que moi, là, comme ça, à chaud, j'aurais un doute sur le près de la maîtrise d'œuvre sans être habilité à faire de la maîtrise d'œuvre. En même temps, c'est pas,
sauf pour les archis, c'est pas un titre protégé de maître d'œuvre, hein. Bah, en fait, on peut spécialiser en conduite de travaux. J'ai un architecte dans mon coin que je connais pas, mais je le suis sur les réseaux sociaux et lui, il est architecte, mais il ne fait que du pilotage de travaux. D'accord. Il s'est spécialisé là-dedans, donc Ok. ça veut dire que quand on est particulier, qu'on n'a pas envie de passer par un archi, maître d'œuvre ou autre, qu'on veut gérer pas mal de choses soi-même, ou qu'on veut pas gérer, mais qu'on n'a pas envie de prendre un contrat de maîtrise d'œuvre, on peut aussi faire suivre les chantiers. Après, c'est pareil, un Pour moi, c'est un peu conducteur de pareil. Là, je te coupe. travaux, Pour moi, c'est un peu pareil. Je te coupe, hein, mais juridiquement en tout cas. il n'y a pas la conception, c'est pour ça. Je Ah pense que oui, tu mais évites sur la le, conception, mais ouais. tu as la mission juste conduite de travaux qui, effectivement, la plupart du temps est couplée avec un archi qui va faire une mission complète ou un maître d'œuvre qui va Hmm, faire la mission complète. Là, hmm. lui, il peut prendre Ouais, que de la conduite de travaux. Et donc, il faut vérifier qu'il est assuré pour ça. hmm, Parce que conduite de travaux, petit rappel, conduite de travaux, qu'il soit, de décoration, de casser une cloison ou de hmm. construction, ça doit être assuré en décennal. Il y a des ordres de donner aux artisans et ça peut se retourner contre la Ouais. personne qui fait du suivi de travaux. Après, pour avoir vu plusieurs contrats sur ce point-là, pour moi, c'est de la maîtrise d'œuvre d'exé, mais parfois avec des exceptions, notamment pour les décorateurs, ça peut être maîtrise d'œuvre d'exécution, je sais plus exactement quelles sont les formules, mais maîtrise d'œuvre d'exécution, sauf sur des aspects structurels ou uniquement sur l'esthétique. Enfin, pour moi, ça reste de la maîtrise d'œuvre qui doit être assurée en tant que maître d'œuvre. Oui, ça reste de la maîtrise Parce- d'œuvre, on est Mais la d'accord. frontière est parfois fine et il y a des gens qui se proposent des services d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui sont d'ailleurs très pertinents pour un particulier dans tous les cas, mais Oui. qui, du coup, par vis-à-vis, enfin, c'est pas le sujet du jour, mais vis-à-vis des assurances, on est quasiment, dans en tout cas ce que je vois, dans 90% des cas, on est sur des gens en fait qui pour des assurances sont considérés comme maîtres d'œuvre et devraient être assurés en décennal comme maîtres d'œuvre. Oui, après assistant à maîtrise d'ouvrage, juste pour expliquer ce que c'est, Mhm. je peut-être qu'un jour j'en recevrai, un ou une sur le podcast. Un assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est quelqu'un qui, va venir vous conseiller, mais normalement ne va pas donner d'ordre. C'est-à-dire, alors c'était beaucoup utilisé dans les marchés publics. Par exemple, une mairie qui fait construire, Mhm. une salle des fêtes, elle va prendre un assistant de maîtrise d'ouvrage parce que c'est pas la secrétaire de mairie, le Mhm. maire ou Tout à fait. l'adjoint à l'urbanisme qui va aller faire la conduite, enfin pas la conduite de travaux, mais qui va aller gérer ce Mhm. projet-là. L'assistant à maîtrise d'ouvrage est embauché par la mairie et fait tout le suivi. Il a des comptes à rendre au client qui fait construire, donc au maître Mhm. d'ouvrage qui est la mairie, mais il lui porte assistance, il le relaie. Et du coup, c'est des métiers un petit peu nouveaux qui arrivent sur le marché, notamment pour les particuliers. C'est Tout à ça? fait. Tout à fait. OK. Tout à l'heure, tu disais aussi l'exemple, de, quelqu'un qui, a un souci et là, on se rend compte donc j'ai fait faire la maçonnerie de ma piscine, qui est couvert en décennal, mais en fait, la personne n'était assurée qu'en peinture. Est-ce Mhm. que tu peux nous expliquer parce que c'est quoi mon recours? Moi, je savais pas que je devais Ouais. vérifier Mhm. tous les points sur sa décennale. Le Ouais. gars, il m'a dit qu'il pouvait le faire, il est pro, il a des bons avis sur Google. Moi, j'ai signé avec lui de bonne foi et là, je me retrouve avec une piscine qui fuit. C'est quoi mes recours? Parce que en fait, j'ai lâché, plusieurs dizaines de milliers d'euros Bien pour ma sûr. piscine et en plus, je Ouais. peux pas m'en servir. Donc effectivement, bon, l'assureur ne couvrira pas. L'entreprise reste responsable, mais souvent la difficulté, c'est que bah elle va être en liquidation judiciaire ou redressement judiciaire, donc insolvable et avec quasiment aucune chance de récupérer de l'argent, hein. Pareil, je simplifie encore, mais voilà. D'accord. Mais de fait, en fait, si on a bien souscrit une assurance décennale obligatoire, mais pas pour la bonne activité et qu'on a fait des travaux de piscine alors qu'on n'était pas de maçonnerie de piscine alors qu'on n'était pas assuré en maçonnerie de piscine, en fait, le dirigeant du coup commet une infraction pénale et du coup il est plus protégé par sa société, par la personnalité morale, l'entité, entreprise. Et donc, si effectivement on est bien dans le cas que tu as dit, après la réception des fuites, piscine, enfin, dommages graves, il engage sa responsabilité personnelle sur son patrimoine personnel. Donc, s'il a des biens, une maison, peut la saisir et la vendre Pour pour récupérer? justement dégager des fonds. Ouais. Du coup, là, OK. généralement, faut faire une procédure en justice. Après, si les enjeux sont un peu moins importants, on peut imaginer en termes de négociation réussir à faire entendre raison au chef d'entreprise si il a encore voilà En si on arrive à le activité, par toucher exemple? qu'il est OK. pas enfin, parce que des fois certains on n'arrive pas à les retrouver, hein, mais voilà, mais là c'est vrai qu'effectivement c'est plus compliqué. Donc Après là, oui, il parfois vaut mieux prévenir que guérir, du coup, hein. ouais, du coup d'où vraiment l'importance de vérifier l'attestation et même le paiement des primes en appelant l'assureur. Je sais que certains répondent, hein, pas tous, en disant bah est-ce que vous êtes bien assuré, est-ce qu'il a bien payé ses primes, parce que c'est pareil, un artisan qui paye pas ses primes,
l'assureur ne couvrira pas même en cas de sinistre. Alors même qu'il aurait été assuré pour les problèmes. Mais du coup, pour revenir sur une note peut-être plus positive, il peut y avoir une Oui, porte de parce que là, sortie ça fait un peu parfois. Oui, flipper oui, ton bien sûr. histoire. Ouais, ouais. Donc, bien Mais vérifier donc les il y a des assurances responsabilités décennales. contre en tout cas le chef d'entreprise Oui, sur son patrimoine personnel. ouais. Et parfois, c'est pas le cas à chaque fois, on peut aller chercher l'assureur sur le défaut de conseil, parce que normalement, quand on fait souscrire une assurance décennale à même un professionnel, l'assureur envoie un questionnaire pour savoir un peu les activités qu'il exerce. Et si, Mhm. il y a écrit il y a une ligne sur les activités de maçonnerie ou piscine. Et si, malgré le questionnaire, l'assureur ne l'a pas proposé d'être couvert en piscine ou ne l'a pas averti s'il ne veut pas des risques, en fait, en cas de sinistre, il sera responsable, eh ben, ça peut être un défaut de conseil de l'assureur. Et en gros, pour simplifier, il devra quand même couvrir Mhm. le coût des réparations. Ouais, donc là, faut aller chercher plein de papiers quand même, c'est Ouais, pas simple, donc vaut mieux vérifier avant de démarrer son oui, chantier que c'est si ça. on a demandé, on en parlait avec Julien dans l'épisode sur les assurances, si c'est écrit toiture végétalisée ou si c'est pas écrit et qu'on en veut une, mais que l'étancheur, il dit: «Si, si, je vous la fais», mais que c'est pas écrit, on fait pas. Tout à fait. Je sais Parce pas si c'est très clair. l'assureur pourra dire, mais non, c'est pas mon assuré qui a réalisé ces travaux-là, puisque c'était pas sur sa facture ou son devis. Et si on n'a pas pris, d'assurance dommage ouvrage, comment on fait, fonctionner une assurance décennale? C'est à nous de payer l'expert? Pour justement Alors, faire le pour constat faire et les fonctionner démarches ou l'assurance, vaut mieux, ouais, passer par un avocat d'abord? Tu as le droit de prêcher pour ta paroisse. oui, bah je vais pas me répéter, mais moi, je pense que vous avez été compris. Donc, passez par un avocat. Non, voilà. Si, voilà, vous savez pas, vous voulez pas, pour plein de raisons, donc faire un courrier en fait recommandé à l'assureur de déclaration de sinistre en expliquant que on a un problème avec son assuré, qu'il a fait des travaux chez nous, on envoie les justificatifs, devis, facture, le PV de réception, parce que généralement l'assurance décennale, enfin, il peut y avoir d'autres garanties, mais en gros, c'est après réception. Donc envoyer le procès verbal de réception, ou OK. si on n'a pas eu la preuve de paiement des factures de l'entreprise et le fait que vous avez bien emménagé dans les lieux, ou vous occupez les lieux sans avoir fait de protestation au moment de la fin des travaux. Voilà. En expliquant le problème, le désordre, etc., en disant que c'est un désordre grave, évidemment, et en demandant à l'assureur d'indemniser le coût du sinistre. Je sais que parfois certains vont répondre simplement en demandant un devis. Donc peut-être faire un devis en amont pour évaluer le coût de réparation. Voilà. Et ce qui va se passer en fonction de l'enjeu, et si l'assureur estime que potentiellement c'est justifié, il va désigner son propre expert, donc un expert d'assurance, en fait, qui est pas un salarié de l'assureur, mais qui est un cabinet d'expertise prestataire de l'assurance. Donc cet expert va venir sur les lieux et dire si le dommage ou pas est pris en garantie, ou en tout cas s'il va conseiller à l'assureur ou pas de le prendre en garantie. Et l'assureur va se fonder évidemment sur l'expertise technique de son expert. Je sais plus Oui. si c'est dans tes posts que j'ai vu ça, je réagis là-dessus parce que si c'est l'assurance qui paye l'expert, est-ce que Hmm. l'expert aurait tendance à être pour l'assurance, pour entre guillemets «défendre l'assurance» et donc avoir un avis un petit peu biaisé? Ouais. Est-ce que vaut mieux se faire, accompagner? Encore une fois, c'est un sujet un peu touchy, mais encore une fois, bon, moi j'en sais rien. Je peux vous dire, par contre, il y a plusieurs choses. Je peux vous dire que j'ai eu des personnes, alors je sais pas les vérifier leur dire, hein, parce que je suis pas journaliste, je suis pas enquêteur, et voilà, qui m'ont dit que, effectivement, pour certains cabinets ou certains assureurs, et il peut y avoir parfois, alors soit des consignes aux experts d'assurance pour, alors je sais pas si c'est exactement ces termes-là, mais pareil, je caricature, prendre le moins de sinistres en garantie. Ouais. Ou parfois, en fait, en interne, les directions des cabinets d'expertise se disent, si on accepte trop, encore une fois, c'est au conditionnel, hein, si jamais on acceptait trop de prise en charge, peut-être que l'assureur ne renouvellerait pas notre contrat pour les prochaines années, voilà. Et puis OK. après, il peut aussi y avoir le biais, effectivement, on travaille pour quelqu'un, il nous paye, on peut avoir un biais, mais c'est humain, hein, que peut-être Oui, tout à fait, défendre au je dis maximum pas que ses intérêts. c'est Voilà, il y a ça, oui, et à voilà. ça, et je pense que doit y avoir beaucoup de ça, de défendre les intérêts de son mandant, de celui qui nous missionne. Et donc peut-être qu'on aura tendance à avoir les arguments en faveur d'un refus de garantie ou d'une minimisation des garanties. Mais encore une fois, pareil, il y a plein d'autres de contre-exemples où on voit que les assureurs et leurs experts prennent en garantie, indemnisent des sinistres, etc. Oui. Même parfois dans des cas compliqués. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu quelques échos en ce sens. Je suis pas allé vérifier, mais OK. parfois ça peut être. Moi, c'est ce que j'avais dit aussi. Parfois, je pense que ça peut être entre guillemets de l'ignorance ou une mauvaise interprétation parce que on suit pas tous les jours la jurisprudence, ce que disent les tribunaux, etc. Donc peut-être que
peut y avoir Ouais. ce problème-là. Je dois avouer qu'en tant que non-avocat, ce serait pas trop ma passion d'aller lire les jurisprudences. Est-ce que tu pourrais nous raconter, alors je sais que tu dois protéger tes clients sous couvert d'anonymat et de discrétion, Le secret pro, ouais. professionnelle. Secret Secret. professionnel, merci. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire, un cas de A à Z, un cas hyper concret qui te vient en tête, que tu peux raconter sur la situation initiale, quand est-ce qu'ils t'ont contacté, les actions que vous avez pu mettre en œuvre et le résultat que tu as pu apporter à ces maîtres C'est clair. d'ouvrage, ces clients. Ouais, effectivement, je pourrais te donner des cas. Je réfléchis là à quel cas je vais Oui, te je t'avais donner pas parce prévenu que avant, mais en si, fait, je me si, suis dit que c'est très concret parce qu'en fait, je me rends compte en te posant des questions qu'effectivement, il y a tellement de paramètres et c'est un peu comme construire une maison. Si tu demandes une maison 120 mètres carrés, 4 chambres, tu peux avoir 1 million de possibilités et j'imagine que, tu peux avoir 1 million de, contextes, sur des chantiers qui font que les réponses vont pas être les mêmes et je me dis que des exemples concrets pourraient être hyper intéressants, pour ceux qui écoutent. le premier, donc c'était une femme qui avait conclu un contrat appelé de maîtrise d'œuvre avec une personne qui en fait lui avait proposé le terrain et même un plan tout près d'une maison, bon par personne interposé, mais en tout cas voilà c'était le même groupe, des personnes qui étaient en relation, et elle avait versé un D'accord. acompte, je sais pas, de 25 000 euros, quelque chose comme ça, 27 000 euros même. Et finalement, elle n'avait pas pu obtenir la propriété du terrain, le vendeur avait refusé. Ou elle n'avait pas eu son prêt, ou le vendeur finalement avait refusé. Il y avait Et une du des coup, conditions suspensives qui s'est il y avait pas une condition levée, suspensive, voilà. OK. Ouais. Et elle avait demandé au maître d'œuvre de rendre la compte, quoi. Bah, Maître d'œuvre, logique! Pas de voilà. Ouais. terrain, pas de maison. Oui. Et puis en plus, bon, après, je rentre pas dans les détails contractuels, mais il y avait effectivement des conditions suspensives, effectivement, liées au terrain, mais avec des délais de restitution qui étaient aberrants, genre 6 mois, enfin, des choses. OK. Donc, ils ont commencé à répondre en disant qu'ils rendraient. Enfin, c'était un peu quand elle m'a saisi, les courriers, c'était pas tellement clair. Genre, on va rendre, mais dans 6 mois, mais en fait pas tout. Enfin, ouais, c'était vraiment pas clair. Voilà. Après, ils ont dit, bah non, on va pas rendre. En fait, on a travaillé, on a fait ci, on a fait ça, donc voilà. Et en fait, donc, elle m'a saisi. Donc, je crois que c'était avant Noël, je me rappelle. Donc, j'ai regardé le dossier et je me suis dit, bon, déjà, normalement, il doit rendre, enfin, juridiquement, même contractuellement, il doit rendre l'argent, même si le délai est aberrant, il peut pas retenir les sommes. Mais en plus, j'ai vu qu'en fait, c'était un faux contrat de maîtrise d'œuvre. En fait, il agissait comme constructeur de maison individuelle, même si le contrat s'appelait maîtrise d'œuvre. Et là, c'est très clair, les tribunaux, constamment, dans ce genre de cas, ils requalifient ce type de contrat en contrat de construction de maison individuelle. Et du coup, bah, si c'est un contrat de construction de maison individuelle, on doit respecter plein de clauses obligatoires et plein de garanties, notamment une garantie de livraison. Et si on le fait pas, le contrat, il est nul. Et même si on a travaillé, on doit rendre la compte. Enfin, même si le constructeur a travaillé, enfin, le maître d'œuvre doit rendre la compte. Et en plus, c'est une infraction pénale, autre, enfin, donc c'est sérieux. Et puis, c'est surveillé aussi par la DGCCRF, ce genre de faux contrat, bref. Et donc, bah, j'ai dit, bah, non seulement il doit rendre, mais on va mettre en avant, je lui ai dit à ma cliente, on va mettre en avant ça, pour dire qu'en fait, bah, non seulement contractuellement il doit rendre, mais en plus son contrat il doit être requalifié en contrat de construction individuelle. Et du coup, les conséquences sont lourdes, donc mettre en avant toutes ces conséquences. Et qu'il doit rendre l'argent. Et du coup, on a envoyé ça. Après, il y a eu un deuxième échange, mais en gros, en janvier, février, il disait, OK, on va rendre l'argent. Mais ça traînait, et puis il voulait pas, on a demandé aussi des frais, des préjudices, il voulait pas. Du coup, j'ai fait un projet d'assignation, donc c'est un projet de saisine du tribunal, mais je l'ai pas envoyé au tribunal. J'ai dit, bah voilà, on l'a fait, on a nos arguments. Donc là, on est prêt à saisir le tribunal, donc maintenant, il faut indemniser ce qu'on vous demande, etc. Et ça a débloqué, on a pu signer un protocole d'accord transactionnel, et elle a pu récupérer son argent. J'avais noté le délai, du coup, 9 mois de négociation amiable. Donc OK. voilà, ce qui est relativement rapide, parce que même si on n'a pas saisi le tribunal, parce que voilà, ça a duré moins d'un an. Et si on avait saisi le tribunal, ça aurait duré peut-être un peu plus. Ouais, Elle c'est a pu hyper, récupérer. oui, tu savais que comment ça aurait été, Ouais, requalifié. C'est vrai que le CCAMI est le contrat le plus protecteur, ouais. 1, 2, 3, protecteur, merci Mm, pour, les gens qui construisent mm, et il y a des gens qui jouent un peu sur le fil, en disant: «On s'occupe de tout, mais on est maître d'œuvre» et cetera et ça pourrait potentiellement être requalifié et donc OK. Ouais, c'est intéressant. Donc 9 mois, ouais, oui, c'est pas si long parce qu'on ouais. entend quand même des cauchemars qui durent des années et c'était quoi Mm. l'autre exemple? Autre exemple, un couple avec des enfants, là.
plus la femme enceinte, donc il était aussi pressé d'emménager justement dans la nouvelle maison, hein, pour Ouais. cette raison-là. Et en fait, elle était passée par une plateforme de travaux, dont je tairai le nom, mais de courtage en travaux, qui conseillait des artisans partenaires. Et il y avait également un genre une petite mission de maîtrise d'œuvre en plus faite par la plateforme. Ça se passait mal avec l'artisan. Il demandait C'était dans le cadre d'une construction ou d'une réno, pardon? rénovation d'une maison individuelle. Ok, d'accord. L'artisan demandait des travaux supplémentaires, en fait, qui n'étaient pas justifiés. Soit il augmentait les quantités alors que c'était un forfait, soit il disait que il y avait des plus-values, mais en fait, c'est des travaux qui avaient été rendus nécessaires par ses propres erreurs. Il a bloqué le chantier. Avant de me saisir, les clients, ils avaient fait passer un expert qui avait conclu l'existence de malfaçons. Là, le maître d'œuvre qui était missionné, bah, il était pas totalement inactif, mais voilà, ça avançait pas non plus. Donc ils m'ont saisi. Déjà, je les ai rassurés donc sur le cadre juridique, effectivement, qu'ils n'avaient pas à payer l'entreprise et que l'entreprise n'était pas dans son bon droit, parce que l'entreprise certifiait être dans son bon droit, donc en fait ils comprenaient pas, ils disaient mais enfin, il a plus l'habitude que moi, il fait plus de construction, donc il doit avoir raison. En fait déjà non. Donc je leur ai expliqué le cadre, on a écrit à l'entreprise et au maître d'œuvre, on a réussi à négocier un protocole d'accord transactionnel, donc c'est un accord amiable, au terme duquel en fait bah, l'entreprise acceptait de partir, D'accord, donc on sans voulait être plus de payée, l'entreprise. ouais, C'est sans être ça, payée, ok. sauf qu'elle reprenait certaines malfaçons à ses frais. D'accord. Voilà. La plateforme de mise en relation, elle s'engageait à fournir une entreprise remplaçante entre guillemets au même prix, pas sans surcoût ou avec un surcoût minime en tout cas pour pour mes clients. Aucune indemnité n'était versée, mais au vu de la situation, c'était déjà bien que le chantier puisse reprendre parce que bah, mes clients avaient leur loyer qui courait Oui, à côté et puis ils préféraient emménager dans la maison qui était plus grande que dans l'appartement qui s'occupait actuellement par rapport notamment à la famille qui s'agrandissait. Donc voilà, les travaux ont pu reprendre. J'ai quand même dû un peu suivre encore avec eux là parce qu'il y avait des difficultés avec le maître d'œuvre à la plateforme pour réaccélérer les choses parce qu'ils voulaient pas respecter les termes du protocole d'accord transactionnel. En tout cas, ils ont redonné une autre interprétation. Et donc bah pareil avec des. Alors là, il y a eu des courriers de mise en demeure, il y a également des échanges avec leur avocat parce qu'il y avait un avocat. Et d'ailleurs, parfois, je préfère qu'il y ait un avocat parce que c'est plus constructif et je pense que c'est comme ça aussi qu'on a réussi à bien sortir le dossier parce qu'on savait tous les deux les forces et les faiblesses respectives de nos dossiers hmm. et en l'occurrence, moi, je pensais qu'on était un peu mieux pour le coup. Mais c'est pour ça, je pense qu'on arrive au résultat. Et lui aussi, je pense qu'il en avait conscience. Ça donnera gain de cause et lui, effectivement, il pourra argumenter, mais je pense qu'il avait conscience de certaines choses. Et donc, effectivement, le chantier a pu se terminer février 2025. Donc mai 2024, février 2025. Ouais. Il aurait dû se terminer en septembre normalement. Avant les soucis, il aurait dû se terminer en septembre 2024, mais au vu des malfaçons, tout ce qu'il fallait reprendre, de toute façon, c'était pas Il y a quand même envisageable. eu du délai. Mais c'est Mm. intéressant ce que tu dis aussi, ce côté où quand on fait appel à un avocat, du coup, notre avocat peut aussi avoir accès à l'avocat de la partie adverse. Et c'est confidentiel en plus. C'est confidentiel et moi je me souviens, j'avais eu des clients, alors ça n'a rien à voir avec un problème après construction, mais pour le coup c'était avant. J'avais des clients qui ont déposé un permis de construire et là, accepté tout ça, tout va bien, la mairie Mhm. l'accepte et là, leur voisin leur dit, «Vous aviez pas le droit de construire Pour le coup. ça», voilà, gros flip, «Vous avez une vue sur mon jardin, je suis pas d'accord, votre maison me fait de l'ombre», enfin bref, tout un truc. Il dit: «J'ai regardé, il y a 18 points sur votre permis de construire qui ne va pas du tout», donc là, mes clients étaient un peu paniqués, ils vivaient à l'étranger, enfin bref. Et je dis: «Bah, attendez, parce qu'entre ce que vous dit votre voisin et la réalité, machin». Donc le voisin fait son recours, la mairie, je les appelle, elle me dit: «Non, non, mais on répondra pas», parce qu'il faut savoir que quand il y a des recours, la plupart des mairies vérifient leur travail, mais ne répondent pas, Mm. en tout cas au premier recours. Et en fait, quand on a lu le courrier de l'avocat qui avait pris le voisin pour rédiger le recours, il y avait plus que 2 points. Ouais. C'est-à-dire qu'entre le monsieur qui se pensait complètement supérieur en Mm. connaissance et en son droit, ben Mhm. finalement son avocat a retenu 2 pauvres raisons, à savoir on veut la preuve que le premier adjoint a le droit de signer les permis de construire, ce qui Mhm. reste assez faible comme argument, et un autre truc un peu nul. Et mes clients ont accepté de changer un Velux de place pour acheter la paix. Mais Mm. oui, d'avocat, enfin, quand c'est dans les mains Mm. d'avocats, il y a aussi une dédramatisation du truc et Mm. ça évite de trop monter en épingle finalement et ça va beaucoup mieux finalement. Mm. Bah, c'était hyper concret, merci beaucoup.
quel conseil tu donnerais aux gens qui nous écoutent si, par exemple, ils commencent à sentir que c'est un peu tendu et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir pour éviter les conflits? Il y a des petites méthodes sur le sujet? Pour que la situation reste pacifiée ou pour résoudre le problème Bah, à la ouais, mienne? pour maintenir des relations cordiales et pour pas que ça s'envenime et puis, ouais, après pour résoudre Hmm. le conflit s'il y en a Ouais, un. ouais, bah, effectivement, pour maintenir des relations cordiales tout en étant quand même exigeant, en restant ferme sur ses positions, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'équilibre entre, en fait, être courtois dans la forme, mais pas lâcher ses exigences et choisir, enfin, ses combats, effectivement, on va pas se battre peut-être sur un cache-prise et on va se concentrer sur, voilà. Ou alors on va accepter de lâcher sur le cache-prise pour se concentrer sur le reste, sur ce qui nous tient vraiment à cœur. Pareil, pour, après il y a les aspects sans avocat et avec avocat. Sans avocat, il existe des conciliateurs de justice qui peuvent se trouver en mairie, qui sont gratuits, qui sont pas forcément spécialisés, mais qui, si ça se passe encore bien, peut-être peuvent suggérer des solutions, enfin, de dialogue, etc., pour qu'il y ait un tiers, en fait, entre les deux. D'accord, Il peut y avoir des médiateurs pour lesquels, normalement, les services sont payants. En fait, ils sont pas censés donner des solutions, mais qui essayent de rapprocher les deux parties. d'accord. Après, moi, ce que j'aime à dire aussi, c'est que, et la preuve, là, avec l'exemple avec mon frère, l'autre avocat dans le dossier, je citais un exemple, c'est qu'un avocat, ça envenime pas forcément les choses, et ça peut pacifier les choses, surtout quand il y en a d'autres avocats en face. Mais du coup, ça permet aussi c'est de se rassurer peut-être sur le cadre juridique, d'avoir les bons éléments, savoir ce qu'on va choisir et ce qu'on va mettre en avant. Voilà. Et même si on ne le fait pas intervenir facialement, je veux dire, enfin, le faire apparaître là, ça peut donner des conseils où j'apparais pas, mais je peux leur expliquer comment rédiger le mail, quoi mettre en avant, quoi dire, les coacher sur la réunion qui va se tenir, c'est une réunion d'expertise ou quoi, pour que ça se passe au mieux pour eux. Ah oui, d'accord, ça c'est hyper intéressant. Donc ça veut dire que quand on se dit: «Tiens, ça commence à sentir le roussi sur mon Mm. chantier», on peut déjà te contacter et tu vas pas forcément, en tout cas facturer d'honoraires pour comment dirais-je? Pour une prise en charge du problème, mais tu peux déjà fournir des conseils Ah, en échange alors d'honoraires, on est non, d'accord, mais les conseils sont facturés. OK. On Oui, peut oui, m'appeler pour avoir, j'imagine, mais c'est peut-être pas la on peut même m'appeler chose que pour, si tu te charges du dossier, ah quoi. oui, on est d'accord, c'est pas la même chose. Et dans tous les cas, dans l'appel, si on m'appelle, dans tous les cas, il y a toujours un diagnostic qui est fait pour vous dire en gros est-ce que ça vaut le coup, enfin votre situation, est-ce qu'on le fait ou pas. Et là, ça c'est pas facturé le diagnostic, mais D'accord, donc on commence par on t'appelle, ça sent le roussi, on t'appelle, tu fais un diagnostic, un état des lieux, d'où en est le chantier, du cadre dans lequel il a été, ouais, le contexte, signé. situation, les documents, etc. Et D'accord, généralement, j'arrive à évaluer sous réserve de lire le document, les devis, un peu à avoir une idée, une première idée de voilà si ça vaut le coup. Et je sais que dans ce cas-là, j'ai régulièrement pas fait de proposition, enfin régulièrement, récemment en tout cas, où la personne en fait, bah, vraiment, il y avait malheureusement rien à faire ou plus grand-chose à espérer de oui, tu lui as proposition, quoi. dit, c'est peine Ouais, perdue, que je pourrais, mais que vraiment, moi, je suis pas confiant, quoi. ouais, c'est ça. Voilà. Donc Après, après, c'est à eux d'arbitrer s'ils c'est à eux investissent dans d'arbitrer ta évidemment. prestation. Mmh. Voilà. OK. Mais après, oui, sur pacifier la situation c'est un peu moins de mon ressort du coup. Mais oui, conciliateur ou médiateur. Oui, effectivement. Bah, disons que, si on veut faire appel à un avocat, ça donne du poids à la demande et en tout cas, ça la reformule de manière à ce qu'elle ait vraiment un impact C'est plutôt que ça. de dire: «Je suis pas content, c'est pas normal, et je suis fâché, du coup, vous êtes trop nuls comme entreprise, Hmm. je vais vous mettre un Ouais, mauvais avis Google». Ça c'est marche ça, pas. C'est pas c'est ça. hyper étayé, Et quoi. ouais. Mais le poids des mauvais avis quand même fait aussi, je pense que, ouais, je l'ai vu dans des dossiers, effectivement, ça marche. Enfin, après, faut faire attention à la diffamation, enfin, aux avis, tout ça, mais oui, il y a certaines entreprises qui sont plus sensibles que d'autres. D'accord. Bon, bah, Mm. c'est bon à savoir. Ça peut être un Voilà. Mais après, argument, dans les mais à limites du utiliser, respect, entre guillemets, de la légalité, c'est-à-dire tout un tas de règles. On peut pas diffamer ou dénigrer ou injurier. Enfin bon, ça reste du bon sens après l'injure. on ne peut pas insulter les gens dans les avis Ouais. Google? C'est dommage ça. Mmh. OK. Bah, écoute, merci Anthony. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter pour voilà, préciser des choses ou, enfin voilà, ouais, ajouter quelque chose sur ton métier, sur, le pourquoi c'est important? La parole est à Euh, toi. oui, si, j'ai un message à faire passer, c'est que, en fait, généralement, surtout particuliers qui font construire, voilà, ou qui font rénover, en fait, vous avez des droits. Normalement, le cadre juridique vous est plus favorable. Je généralise, mais en gros, c'est ça. Vous
vous avez des droits, n'écoutez pas les on-dit. Donc, regardez qui vous donne le conseil, cette personne est qualifiée, et même des fois quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le bâtiment, type un architecte, va pas forcément donner des conseils juridiques pertinents, parce qu'en fait les conseils juridiques, c'est des juristes qui les donnent ou des avocats. Bah, chacun son Euh, métier en même temps. voilà, tout à fait, tout à fait. Et en fait, donc vous avez des droits. Faut pas se laisser décourager par la situation, par entre guillemets les personnes qui jouent un peu des muscles entre guillemets face à vous en disant bah ils ont la science infuse, vous avez tort, on a raison et on a l'habitude des avocats, ou en tout cas moi j'ai fait plein de chantiers, la dernière fois que j'ai fait ça j'ai gagné, enfin voilà. Face à vous forcément les gens sont toujours plus confiants, même c'est humain, ils sont toujours plus confiants eux-mêmes de leur propre dossier, de leur propre capacité, voilà. Donc vous laissez pas décourager, vous avez des droits, voilà. Que vous faites appel à un avocat, que ça soit moi ou un confrère d'ailleurs, vraiment prenez au moins ce premier contact avec quelqu'un de compétent, comme je vous disais, chacun son métier. Et puis après, une fois que vous avez au moins ce diagnostic, là, vous pourrez vous dire est-ce qu'effectivement c'est mort, c'est pas mort, ou est-ce que ça en vaut la chandelle pour nous. Voilà. Eh ben, c'est un beau message, je suis assez d'accord, enfin complètement même. Donc oui, vous avez des droits, les entreprises oui aussi, mais c'est vrai que le Mm. particulier a tendance à être bien protégé par nos lois, et vous irez plus vite en faisant ça dans un cadre, en faisant ça accompagné. C'est certes un coût, mais je pense que, je sais pas si tu as déjà fait des statistiques dans tes cas, mais je pense que les gens, j'avais un expert un jour qui me disait ça, en général, les gens ne me payent pas, il me disait entre guillemets, parce qu'ils me payent, mais ils sont gagnants à la fin, Sur d'un le point de vue balance financier. financière. Mm. Parfois, mais comme tu disais, il n'y a pas que le coût financier, il y a aussi le stress. Tu parlais de l'exemple de la famille qui attendait numéro 3 et que Mm. numéro 3 n'avait peut-être pas de chambre dans cet Mm. appartement et que la maison était nécessaire. Bah, c'est un coût, un stress, un inconfort complet, et ça, c'est Mm. un autre coût qui est moins quantifiable, mais tout aussi important. Et si j'ai un dernier conseil, c'est bah écoutez le podcast de Gwenola. Parce que alors moi je vous cache pas que j'ai pas écouté tous les épisodes, mais Quoi? ceux que j'ai écoutés, notamment sur le CCMI, enfin entre guillemets même moi j'ai appris des trucs. Vraiment c'est vraiment bien ce que tu fais. Merci. Je suis en train de rougir du coup. Non vraiment donc super top. Bah, merci beaucoup pour la recommandation. Il est possible que je prenne cet extrait et que je le mette beaucoup plus vite que la publication de ton épisode. Et Pas de en problème. échange, je vais leur dire d'aller te suivre sur LinkedIn, Anthony Pinto. Si tu Il veux. fait des posts hyper intéressants. Moi aussi, j'apprends des trucs parce que, comme je disais, je ne suis pas juriste et j'ai pas envie de le devenir non plus. Et c'est pas un domaine que je connais. On pourrait dire que c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que vu que j'en ai pas beaucoup entendu parler, j'ai eu quand même de la chance dans mes emplois, mais c'est un monde qui est fascinant, et on voit beaucoup de drames un petit peu, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis moi, j'ai des clients qui viennent me voir de temps en temps et qui me racontent leur histoire. Et faites-vous aider quand c'est compliqué, mais en tout cas, suivez Anthony, parce que ces exemples dans ses posts LinkedIn sont hyper clairs. Voilà, je mettrai toutes les Bien, infos en merci. description pour te retrouver. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci encore de m'avoir invité, pour le bon accueil que tu m'as réservé. Bah À écoute, distance. à distance, ouais, j'ai pas pu te payer un café, mais c'était voilà. En tout cas, merci beaucoup Anthony, je te souhaite une belle journée, et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Voilà, l'épisode du jour est terminé, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. Tu peux retrouver Anthony sur LinkedIn où il est très actif, je te mets le lien en description de l'épisode, et tu peux le contacter via son site internet qui est aussi en description. Pour ma part, j'espère que tu n'auras jamais à faire appel à ces services, mais je trouvais important de savoir que ça existe, parce que peut-être que tu es en train de construire et que tu as des soucis, ou si tu t'apprêtes à construire, si tu vas lancer ton projet, bah c'est toujours bon de savoir ce qui peut t'arriver, et pour s'en prémunir, on est jamais assez préparé. Donc j'espère que cet épisode t'aura été utile. Viens nous le dire en commentaire. N'hésite pas à aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'encourage beaucoup parce que je commence à préparer la saison 2. Et voilà, des encouragements, ça fait toujours plaisir et c'est toujours motivant. Et puis, n'hésite pas à me dire si tu avais quelqu'un de particulier que tu voudrais que je reçoive sur ce podcast. Voilà. Et ben écoute, je te souhaite une belle journée, après-midi, promenade, vaisselle ou trajet en voiture, et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.